Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République. Donc vous êtes l'invité Yann Brossa. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sénateur communiste, conseiller de Paris et porte-parole du Parti communiste normalien et agrégé de lettres. Vous avez notamment publié L'espion et l'enfant chez Flammarion, ça fait 9 ans. Un livre qui retrace l'histoire de votre famille et plus particulièrement la vie de votre grand-père, Marcus Klingberg, l'un des espions soviétiques les plus importants de l'histoire d'Israël. Numéro 2 du Centre de recherche en armes chimiques de Ness Tsiona et lieutenant-colonel de Tsahal, il a livré pendant 26 ans, de 1950 à 1976, des informations scientifiques ultra sensibles au régime soviétique. Alors arrêté le 19 janvier 1983, il sera condamné à 20 ans de prison et en effectuera 15 à la prison d'Ashkelon, où vous irez le voir 2 fois par an dès l'âge de 3 ans. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là ? D'abord, l'histoire de mon grand-père est... On va en parler de votre histoire. Oui, bien sûr. J'ai juste l'introduction de l'émission. Moi, ce que j'en retiens, c'est la douleur d'un enfant qui va rendre visite à son grand-père en prison. Moi, en réalité, j'ai connu mon grand-père en prison. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai appris à parler l'hébreu, parce que la seule langue dans laquelle je pouvais communiquer avec lui, c'était l'hébreu. Donc, vous écrivez dans votre livre qu'il parlait 6 ou 7 langues, je crois. Hein. Oui, mais en l'occurrence, il ne parlait pas le français. Il parlait pas le français. Il parlait le polonais, il parlait le yiddish, il parlait l'allemand, il parlait plein de langues, il parlait évidemment l'hébreu, mais il ne parlait pas le français. Et vous avez appris l'hébreu, je crois, d'après les souvenirs que j'ai, à l'âge de 5 ans, dans un centre aéré à Tel Aviv. Absolument, une kaitana, une classe dans laquelle on m'avait mise l'été, dont j'ai un souvenir d'ailleurs assez précis, et c'est là que j'ai appris le français, parce que c'est là que j'ai appris l'hébreu, pardon, parce que c'était la seule langue dans laquelle je pouvais communiquer. Alors, on va parler de tout ça. Mais d'abord, et puisque c'est le principe de cette émission, Yann Brossa, un mot sur votre parcours. Alors donc, mère israélienne, qui a milité au parti d'extrême gauche Matzpen, père professeur de philosophie. Ses origines, ce creuset familial, est-ce que ça a compté pour vous ? Est-ce que ça compte toujours pour vous ? Ah oui, bien sûr, j'ai grandi, et je peux pas m'en cacher, dans une famille... Je sais pas d'ailleurs si on peut dire que vous êtes un Français au sang mêlé ou quelque part un Israélien au sang mêlé. Un Français au sang mêlé, avec incontestablement des origines qui me ramènent en Israël. Après, ce qui est sûr, c'est que j'ai grandi dans une famille très politisée et que ça a compté pour moi. Je me souviens par exemple de ma première manif, j'avais 5 ans, c'était une manifestation pour la libération de Nelson Mandela. C'était devant le centre Georges Pompidou, j'étais sur les épaules de ma mère et je me souviens qu'il y avait une grande foule qui se battait à l'époque pour la libération de Mandela et contre l'apartheid. Et ce sont bien sûr les combats de mes parents qui m'ont formé à la politique, c'est incontestable. On va en reparler de la politique telle que vous la concevez, vous la pratiquez. Alors c'est ça qui reste de vos parents, de votre enfance aujourd'hui en vous ? Pas que, j'ai aussi beaucoup d'amour et heureusement, et c'est ce qui a fait que j'ai eu une enfance heureuse malgré des difficultés. On précise pour nos auditeurs dans le 19e arrondissement de Paris. Absolument, j'ai grandi dans le 19e, rue de Crimée, à peu près au niveau du métro Lumière. Vous étiez dans un grand appartement et ensuite il s'est un peu rapetissé quand vous êtes allé dans le 14e. C'est vrai. C'est le problème de Paris. J'ai fait beaucoup Le problème de Paris, c'est le logement. Absolument, mais vous savez, vous dites ça en riant et non, mais moi aussi ça me fait sourire. C'est précisément... je précise, parce que peut-être que les auditeurs ne le savent pas, vous avez été adjoint au maire de Paris, d'Anne Hidalgo, au logement. C'est vrai, mais vous savez que c'est ces années-là qui m'ont fait aussi, alors que j'étais tout minot, prendre conscience des problèmes de logement, parce qu'à l'époque où nous habitions dans le 19e arrondissement, nous avions juste à côté un immeuble qui était totalement insalubre, dans lequel vivaient des camarades de classe qui étaient avec moi à l'école maternelle. Et je crois que inconsciemment, ces images-là sont restées dans ma tête, et quand je suis devenu adjoint au logement ensuite, ce sont des images qui me sont systématiquement revenues en tête. Alors tout commence par l'école, l'école républicaine dont vous êtes un enfant. L'école républicaine de votre enfance, est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui ? Même si votre enfance, elle n'est pas très loin, mais est-ce qu'elle existe encore ? En tout cas, je pense que l'école publique, l'école de la République, c'est beaucoup fragilisé. Et quand on voit la crise des vocations chez les enseignants, quand on voit la difficulté à recruter des professeurs, le manque de candidats au concours de l'enseignement, c'est effectivement très inquiétant. Alors même que l'école, c'est le socle de la République. Permettre à des gamins de toutes origines, de tout milieu,
de réussir leur éducation. C'est quand même la première chose sans doute qu'on attend de l'État. Et je vous pose cette question parce que vous avez été professeur. Effectivement, j'ai été enseignant plusieurs années dont à Sarcelles. À Sarcelles, uniquement à Sarcelles d'ailleurs, parce que le seul poste fixe que j'ai eu, c'était à Sarcelles, au lycée Jean-Jacques Rousseau. Et j'en ai gardé d'ailleurs un souvenir assez émerveillé. Enfin, en tout cas, j'ai gardé de très bons contacts, y compris avec d'anciens élèves. Il m'arrive encore maintenant d'en croiser. Et j'ai grand bonheur à les retrouver. Alors, sans les livres, sans la culture, sans l'école républicaine, vous seriez le même aujourd'hui ou pas? C'est important, les livres, la culture. Les livres, oui. Ça, c'est vrai que j'ai été formé très vite à lire. Et je me souviens que ma mère m'a toujours dit que quand on aime lire, on ne s'ennuie jamais. Et c'est vrai que ça m'est resté. D'ailleurs, votre mère, elle parle avec l'accent hébreu ou pas? Elle parlait avec l'accent israélien, absolument. Ouais. Oui, elle est décédée puisqu'elle est décédée en novembre 2019. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la lecture, c'est quelque chose qui me suit. Et ça, c'est sans doute grâce à ma mère. En revanche, pour être tout à fait honnête, on a souvent l'impression que les responsables politiques ne lisent que des essais. Moi, je ne lis que des romans. Donc, je ne lis que de la fiction. Et c'est ce que j'aime parce que c'est ce qui me permet justement de sortir parfois de notre univers. De rêver, de m'évader, de changer un peu d'univers. Autre thème, la laïcité. Plusieurs enquêtes d'opinion portant sur l'adhésion des élèves français, on est toujours à l'école, à la laïcité indiquent que les élèves rejettent majoritairement la laïcité à la française. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et qu'est-ce que ça dit de l'état de la France? Ça m'inquiète. Après Samuel Paty, après Dominique Bernard, après tout ça, après Charlie Hebdo. Ça m'inquiète et ça doit nous interroger, d'autant que la laïcité telle que nous la concevons en France, ça n'est pas une guerre contre la religion ou ça n'est pas une guerre contre les fidèles. C'est au contraire la possibilité de s'affranchir du poids de la religion. Donner la possibilité pour ceux qui le souhaitent de s'affranchir de ce poids-là, de s'émanciper de ce poids-là. Et donc, pour vous, c'est un poids la religion ? Inquiétant. En tout cas, moi, je ne suis pas croyant et j'ai pas été formé comme ça. Je respecte. Mais vous dites dans votre livre, je suis juif. Nous sommes juifs. Ça, vous le dites, hein? Je le suis de fait. Je ne l'ai pas choisi. Non, mais vous l'assumez. De fait. Oui, c'est une réalité, incontestablement. Alors, je suis pas pratiquant, mais juif, je le suis, bien sûr. Et l'école. Je reviens à l'école après cette question collatérale. Qu'est-ce qui a détruit l'école? Est-ce qu'on peut dire que l'école a été détruite? Est-ce que le problème, c'est pas que pour beaucoup, l'idée de sélection, c'est le mal? Non, je pense que l'école souffre aujourd'hui surtout d'être une variable d'ajustement budgétaire et qu'à chaque fois qu'on cherche à faire des économies, on supprime des classes. Vous savez, je suis élu de Paris où on est confronté pour la rentrée prochaine, par exemple, à des suppressions massives de classes. Alors, vous savez, parce qu'il y a moins d'élèves aussi, hein? Comment? Parce qu'il y a moins d'élèves. Oui, d'accord, mais on devrait justement... Mais vous avez raison, mais on devrait en profiter. Mais vous avez raison, mais on devrait en profiter pour avoir des classes plus petites. Et je parle vraiment... Il n'y a pas trop de personnel dans l'administration? En tout cas, il n'y a pas assez de personnel devant les élèves. Ça, c'est sûr. On manque de professeurs et on manque de remplaçants quand les professeurs sont absents. Et je parle vraiment en tant qu'ancien enseignant. J'ai enseigné devant des classes à 15 et j'ai enseigné devant des classes à 30. Je vous promets qu'on n'enseigne pas de la même manière selon qu'on a 15 élèves en face de soi ou selon qu'on en a 30. Donc je sais, à chaque fois, les membres de la majorité, quand je parle de ces sujets au Sénat, me disent « ça n'est pas d'abord une question de moyens ». Croyez-moi, c'est aussi une question de moyens. Il vous dit aussi c'est ce qui a été fait pour les classes dans les quartiers prioritaires. Oui, mais c'est bien la seule chose. Voilà. C'est bien la seule chose, de mon point de vue positive, à retenir du bilan de Macron en matière d'éducation. Le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les quartiers populaires, c'est une bonne chose. Mais je vais vous dire une chose, ça devrait même être la norme. C'est-à-dire qu'on devrait avoir des classes plus petites pour permettre aux enfants de mieux apprendre. Et je suis convaincu que ça, y compris, ça revaloriserait le métier d'enseignant. Alors, on revient à votre parcours personnel. Lycée Henri IV, seconde. Normal Sup, enfin classe prépa, Normal Sup. Vous êtes donc aussi un enfant de la méritocratie républicaine, quelque part. Voilà, j'ai pas envie très sincèrement de trop en faire. Alors je continue. Je continue parce que je partais de votre cas pour élargir un peu. Est-ce que le problème de la France, l'un de ses problèmes, c'est pas aussi qu'on déteste ses élites, qu'on ne respecte plus ses élites? Vous avez été enseignant, et notamment qu'on ne respecte plus les enseignants. Alors, Frédéric Aziza, si vous me permettez de répondre aux deux. D'abord, voilà. Méritocratie républicaine, ça me fait plaisir que vous le disiez. Simplement, je suis aussi conscient... Et quelque part, c'est ce que vous écrivez aussi. Oui, mais je suis aussi conscient... Parce que vous dites que vous étiez heureux quand vous avez appris que vous étiez reçu à Normal Sup. Bien sûr, j'en ai été très heureux, d'autant que c'était un concours difficile. Mais je sais aussi que...
mes deux parents étaient enseignants, enfin en tout cas mon père était enseignant, ma mère était chercheur en sociologie. J'ai baigné dans un milieu familial qui m'a aidé aussi. Et donc, certes, il y a la méritocratie républicaine, il y a aussi chez moi un peu de reproduction sociale. Je ne suis pas complètement naïf et j'ai aussi un regard critique sur mon parcours. Et ensuite, vous évoquiez la question des élites, de la haine des élites. Je pense que cette haine des élites, elle est justement liée au fait que la méritocratie républicaine, comme vous le disiez, elle est un peu en panne. Et que des personnes qui peuvent l'ascenseur social est en panne. Oui, exactement. Que des personnes qui viennent de milieux sociaux plus modestes n'ont pas toujours la possibilité de faire le même parcours. Et ça doit nous interpeller. Moi, je suis attaché à l'idée qu'on doit avoir un État qui fonctionne, et un État qui fonctionne, ça suppose aussi d'avoir une élite républicaine. Mais ce qui fait la légitimité de cette élite républicaine, c'est qu'elle ne soit pas toute issus du même milieu d'origine. C'est ce qui manque à la République aujourd'hui ? Je pense, oui. Je pense qu'on manque de diversité sociale dans les origines des personnes qui font partie de ce qu'on appelle l'élite, et notamment l'élite politique. Puisque vous avez commencé très tôt, d'après ce que vous dites, la politique. Très tôt, vous étiez à peine gamin. Moi, j'ai commencé à 17 ans. Vous parlez de la fête de l'humanité aussi. Absolument. Est-ce que la République telle qu'elle est devenue aujourd'hui correspond à l'idée que vous faisiez dans votre jeunesse ? Vous voulez que je sois honnête avec vous ? Oui, bien sûr. Il faut être honnête, depuis du début à la fin de l'émission. Et moi aussi, je serai très honnête avec vous. Depuis que je côtoie des ministres, je dois dire que je suis un peu déçu. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il n'y a pas toujours un niveau de la classe politique qui est à la hauteur de ce que les Français peuvent attendre. Vous parlez de ministres, vous parlez des élus aussi ? Oui, vous êtes sénateur. Je pense. Après, on a des élus locaux qui, je trouve, en France, sont extrêmement dévoués, et ça n'est sans doute pas un hasard si les élus locaux bénéficient d'un crédit plus élevé que les responsables politiques nationaux. Mais oui, je pense que parfois, au gouvernement, on n'a pas le sentiment que le don de soi soit le premier critère de recrutement. Et dans les partis politiques ? Au Parti communiste aussi, au Parti communiste, moi je pense que, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'adhère pas au Parti communiste et on ne prend pas des responsabilités au Parti communiste pour faire carrière. Si on a envie de faire carrière, c'est pas au Parti communiste qu'on prend sa carte. Vous êtes quand même devenu sénateur grâce au Parti communiste. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, quand j'ai adhéré au Parti communiste, et ça, je peux vous le garantir, ça n'est pas pour ça. Et avant de prendre des responsabilités au Parti communiste, j'ai passé plus de 10 ans à militer à la base sans avoir aucune responsabilité particulière. Mais pourquoi je vous posais cette question ? C'est pour parler encore de vous, de votre jeunesse justement. Elle a été marquée, donc, comme je le disais en début d'émission, dès l'âge de 3 ans par ces séjours que vous faisiez 2 fois par an en Israël, l'été et à Noël, pour aller voir votre grand-père, donc condamné à 20 ans de prison pour espionnage au profit de l'Union soviétique, qui à l'époque était une dictature quand même, l'Union soviétique. Donc c'était la prison d'Ashkelon. Vous parlez de votre grand-père dans ce livre comme d'un héros, votre héros, alors qu'en Israël, il est encore considéré comme un traître. Est-ce que vous comprenez qu'en parlant comme ça de votre grand-père comme un héros, ça puisse choquer ? Même si les relations entre petit enfant et grand-père, on sait que ça peut être intense. D'abord, je pense qu'on ne peut pas avoir une lecture totalement partielle et partiale de l'histoire de mon grand-père. Vous parliez de son lien à l'Union soviétique. Pourquoi est-ce que mon grand-père a eu, jusqu'à la fin de sa vie, un lien profond à l'Union soviétique ? C'est pour une raison assez simple. C'est qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, il est juif polonais et il fuit en Union soviétique pour éviter la mort. Parce que son père lui dit il faut qu'il y en ait un qui reste vivant et ce sera toi. Et à ce moment-là, mon grand-père part en Union soviétique. C'est parce qu'il est parti en Union soviétique, c'est parce que l'Union soviétique lui a à l'époque tendu les bras qu'il a pu vivre. S'il n'était pas parti en Union soviétique, s'il n'était pas parti en Union soviétique, il aurait connu le même sort que son père, que sa mère, que son frère. Il aurait fini à Treblinka. Et non seulement les soviétiques lui ont permis d'avoir la vie sauve, mais ils lui ont permis de combattre au sein de l'armée rouge face aux nazis. Et c'est ce qui a donné un sens à la vie de mon grand-père. Mais c'est ça la vraie histoire. Non, et si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites. Il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai un oncle, Oscar Feldman, je vais citer son nom. Pareil, il était en Pologne, il avait réussi l'école polytechnique à Varsovie. Il est parti en Union soviétique pendant la guerre. Après la guerre, il n'est pas devenu espion. Il a fini sa vie en Israël, mais il n'a pas espionné pour le KGB. Donc voilà, il y en a beaucoup comme ça. Mon grand-père a déjà été jugé. Oui, mais il a pris 15 ans de prison. Je veux bien que vous preniez pour un juge. Non, mais je parle du tout. Monsieur Aziza, qu'est-ce que vous avez fait
de si grand dans votre vie Ouais. qui vous permettent de juger quelqu'un qui a 23 ans a décidé de s'engager dans l'armée rouge pour lutter contre les nazis. Mais je comprends. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que il faut qu'on dise à nos auditeurs pourquoi je vous ai invité à cette émission. Les raisons de cette invitation. Tout vient d'une déclaration que vous avez faite le 20 juin dernier. Je vous cite: des ministres de Netanyahou sont des ultra-orthodoxes qui ne réservent pas un meilleur sort aux femmes que les mollahs iraniens. Bon, donc vous faites allusion à Ben Gvir et Smotrich. Hein. Une déclaration à propos de laquelle j'avais interrogé Emmanuel Grégoire le 22 juin dernier, en précisant qu'aucune femme, c'est moi qui disais, n'avait jamais été vitriolée, violée, torturée ou pendue en Israël pour son accoutrement, et en rappelant aussi, je l'assume, hein, vous étiez énorgueilli du fait que votre grand-père avait été un espion soviétique en Israël, et que cela explique peut-être cela. Ce qui vous a fait dire que j'avais mis en cause l'honneur, hein, je dis les choses précisément, l'honneur de votre famille à travers un flot d'immondices. Alors, moi, ce que je voulais... Et donc, très rapidement, quand j'ai vu ça, je vous ai envoyé un message, je lui ai dit, venez parler, venez, je vous invite. Puisque je vous avais déjà invité, vous n'étiez pas venu. Donc, mais en quoi ai-je mis l'honneur de votre famille en cause, dans la mesure, et en quoi est-ce un flot d'immondices, dans la mesure où je n'ai fait que rapporter ce que vous avez écrit dans votre livre, L'espion et l'enfant. Pourquoi vous parlez d'immondices? D'abord, partir du principe que les positions que je défends, qui sont d'ailleurs celles du Parti communiste, et qui sont celles de millions de Français, sur la question du conflit israélo-palestinien, partir du principe que tout ça est lié au sort de mon grand-père. Certains le disent aujourd'hui. Mais certains le disent, c'est vous qui le dites. Bon. Tout ça, ou des personnes d'extrême droite, mais tout ça me paraît profondément injuste. J'ai le droit de me construire mes propres positions sur le sujet. Deuxièmement, pour ce qui concerne mon grand-père, vous avez raison, il a été condamné pour espionnage, il n'a pas été condamné pour haute trahison. En Israël, on peut être condamné pour haute trahison, mais en l'occurrence, ça n'est pas pour cela qu'il a été jugé. Et par ailleurs, je le redis, parler de mon grand-père sans évoquer ce que l'Union soviétique a fait pour lui, c'est passer à côté de l'essentiel. Vous savez, en Israël, on l'a dit d'ailleurs à mon grand-père, avoir fait ce qu'il a fait pour des raisons idéologiques a été considéré comme plus grave que s'il l'avait fait pour de l'argent. Moi, je préfère quelqu'un qui agit pour des raisons idéologiques. Après, on n'approuve ou pas l'idéologie qui était la sienne. Je préfère ça que quelqu'un qui agit par corruption. Voyez. Et donc, bien sûr, après, on peut discuter de ce qu'il a fait, on peut en débattre. Mais enfin, en l'occurrence, il a été jugé, il a payé lourdement, puisque 15 ans de prison, on ne peut pas dire que ce soit une paille. D'accord, mais on va parler un petit peu de vos grands-pères, on parlera du reste aussi. Et au passage, votre tweet, il a conduit certains à me salir à travers des tweets parfois au relent antisémite. Émeric Caron, je ne sais pas s'il est l'un de vos amis ou pas, qui n'est jamais en reste, m'a même intimé l'ordre de vous inviter dans un tweet qu'il a posté le 24 juin à 17h49. On va donc lui rappeler que je vous avais, vous le confirmerez pas, que je vous avais invité avant, en vous envoyant un message 15 minutes avant. C'est vrai ou pas? Mais que vous m'avez invité, oui, bien sûr, mais en l'occurrence, il n'était pas censé le savoir, puisque l'invitation n'était pas publique. Et par ailleurs, vous pouvez penser ce que vous voulez du tweet d'Émeric Caron, je ne vois pas en quoi ce tweet est antisémite. Non, mais je ne parle pas de lui, je parle d'autres tweets qui ont été faits suite à son tweet. Voilà, et il a mis en cause la déontologie de Radio J, et ainsi de suite. Alors, retour à votre grand-père, vous écrivez: il n'a blessé ni tué personne, mais transmettre des souches biologique à une puissance nucléaire, est-ce que c'est pas participer indirectement à la course aux armes de destruction massive? Oui, enfin la vraie question à se poser, c'est pourquoi Israël a décidé d'élaborer ses armes en dehors de tout cadre international. Pourquoi Israël, est-ce que c'est le seul pays qui le fait? Pourquoi Israël a refusé de signer tous les traités de non-prolifération sur les armes nucléaires, sur les armes chimiques et sur les armes bactériologiques? C'est ça le vrai sujet. Moi d'ailleurs, si j'ai un reproche rétrospectivement, même si c'est un peu bizarre parce qu'il est décédé en 2015, à mon grand-père, le vrai reproche que je lui ferais... Il vous a pas tout dit? Non, mais le reproche principal que je lui ferais, c'est d'avoir travaillé dans un institut qui fabrique ces armes chimiques et bactériologiques. Ça, oui, ça, je pense que c'est largement contestable. Et je crois que vous écrivez aussi qu'il était fier d'être le lieutenant-colonel de Tsahal. Oui, mon grand-père était mais mon grand-père était mais vous avez raison, mon grand-père était incontestablement un personnage paradoxal qui n'a pas oublié d'ailleurs que l'Union soviétique a été le premier État à reconnaître l'État d'Israël à l'époque. Oui, bien sûr. Votre livre, d'il y a 9 ans, c'est quoi? C'est une tentative de réhabilitation? Non, c'était simplement... Vous savez, moi, ce que je ne supporte pas, les gens qui n'assument pas qui ils sont. Et je n'ai jamais voulu... laisser passer l'idée que je pourrais avoir honte d'une manière ou d'une autre de ma famille. Ma famille, elle a ses lumières, elle a ses ombres, mais c'est ma famille. Et donc, j'assume.
Et moi, je considère que quand on est quelqu'un, a fortiori quand on est un responsable politique, on doit assumer qui on est. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de regard critique sur ses aïeux, mais en l'occurrence, j'assume. Et je n'ai jamais cherché à cacher quoi que ce soit. Et une fois de plus, je déteste les gens qui tentent de cacher qui ils sont. On est ce qu'on est et donc on assume. Mais c'est normal, hein. J'ai aussi un grand-père que j'ai connu, un autre qui a été exterminé à Auschwitz. On est toujours fiers. On pense toujours à ses grands-parents. Hein. Et quelque part, ils vous ont fait. Je comprends. Vous êtes élu communiste, hein, et donc héritier d'un récit idéologique fort. Votre grand-père qui a trahi pour l'URSS, est-ce que c'est encore un sujet clivant pour vous? Ou est-ce que vous dites, j'assume, point final? Mais d'abord, c'est le passé. Ouais. Et c'est un passé qui est révolu. Et personne aujourd'hui, et heureusement, ne se revendique de l'Union soviétique. Et le communisme tel que je le conçois mais là, est évidemment très éloigné. Bah oui, parce que j'essaye d'expliquer les actes qui ont pu être les siens. Mais il est bien évident aujourd'hui que ce que je défends n'a rien à voir avec ce régime-là. Et que si demain les communistes devaient gagner les élections, ça n'est pas cela qu'ils mettraient en œuvre en France. Bon, d'ailleurs, quand on voit ce que font les communistes qui sont aux responsabilités aujourd'hui à l'échelle locale, on est quand même très très loin de tout ça, heureusement. Ouais. Si votre grand-père avait transmis ces mêmes données à l'Iran d'aujourd'hui, est-ce que vous tiendriez le même discours? Non, mais je ne vais pas faire de la politique fiction. Non, mais c'est pour parler d'Iran. Mais ça n'a aucun sens. Je ne vais pas faire de la politique fiction. Voilà. Mais bon. Évidemment que ce serait condamnable, mais en l'occurrence, je ne vois pas bien l'intérêt de la question. Mais moi, je la trouve. Puisqu'elle est décalée. Elle est décalée. Et alors, elle n'est pas tout à fait décalée parce que c'est l'actualité. L'Iran. Vous avez critiqué les frappes israéliennes sur les sites nucléaires iraniens. Est-ce que ça veut dire que le monde serait plus sûr et plus tranquille si les mollahs de Téhéran avaient la bombe atomique? Bien sûr que non. Et je pense qu'il y a un objectif partagé autour de l'idée que l'Iran ne doit pas bénéficier de l'arme atomique, évidemment. Et d'ailleurs, le président de la République, Emmanuel Macron, qui a fini par critiquer l'offensive israélienne, a défendu la même chose que moi, à savoir que dans le cadre du respect du droit international, il est possible de mener des négociations avec l'Iran pour les faire flancher et pour éviter qu'ils ne finissent par obtenir l'arme nucléaire. Non, mais heureusement qu'on est d'accord là-dessus. Mais d'ailleurs, moi, je suis favorable à terme, et pas de manière unilatérale, à ce que on se débarrasse de l'arme atomique. À terme. Moi, je suis pas favorable, évidemment, à ce que la France, unilatéralement, y renonce. Mais à terme, on devrait renoncer à ça. À terme, pour tout le monde, ça va être compliqué. Bah oui, mais c'est quand même l'objectif qu'on devrait poursuivre. C'est peut-être l'objectif. Depuis 46 ans, l'Iran annonce vouloir détruire Israël à la manière d'Hitler qui avait promis l'extermination des Juifs dans Mein Kampf avant de mettre ces menaces à exécution. Si Hitler et la machine de guerre nazie avaient été stoppés, mis hors d'état de nuire avant 1939, le sort du monde n'aurait-il pas été bouleversé et la Shoah évitée? Si, bien sûr. Vous voyez le parallèle que je fais avec l'Iran? Oui, je comprends. Vous aimez bien les parallèles et les anachronismes, mais en tout cas... Non, c'est pas un anachronisme. Ça rappelle notre histoire. Si vous voulez me faire dire... L'histoire du monde. Si vous voulez me faire dire que le régime iranien est une abomination, je serai le premier à le dire, à le répéter et à le clamer. La vraie question qu'on devrait se poser, c'est quelles sont les conséquences des frappes israéliennes. Et est-ce que, par exemple, les frappes israéliennes ont conduit les mollahs à voir leur pouvoir décliner en Iran? Je n'en suis pas totalement certain. Et on a aussi vu un certain nombre d'offensives menées de l'extérieur qui ont plutôt eu tendance à renforcer... Vous parlez d'Irak, à renforcer les pouvoirs en place. Vous parlez, c'est ça? Absolument. Et donc, il faut attendre quelques semaines, quelques mois pour voir ce qui se passe. Et donc il faut être capable de mener des négociations et de respecter le droit international. C'est-à-dire la question que se posaient notamment les pays occidentaux, l'Occident. Est-ce qu'il fallait attendre que l'Iran ait la bombe atomique ou il fallait l'empêcher à tout prix de l'avoir? Non, mais vous le savez qu'il y avait des négociations pour éviter que l'Iran... Pas. Ce n'est pas vrai. Ah bon? Ça n'est pas vrai. Et d'ailleurs, y compris la CIA reconnaissait que l'Iran n'était pas au bord de disposer de l'arme atomique. Donc je veux bien qu'on dise l'inverse de la réalité, mais enfin, c'est la réalité reconnue par la CIA elle-même. Alors, autre sujet, le conflit du Proche-Orient. Et vous en parlez beaucoup aussi. Il existe, et parfois vous le dites en hébreu. Ça m'arrive, puisque j'ai encore quelques rudiments d'hébreu. Je perds un peu mon hébreu, puisque je n'ai plus l'occasion de parler hébreu avec ma mère, puisqu'elle est décédée, mais j'essaye de l'entretenir un peu. Alors, il existe en tout cas peu de conflits dont il soit aussi difficile de proposer une analyse sereine que celui qui oppose Israéliens et Palestiniens. Je suppose que
vous le constatez aussi. Aucun autre conflit suscite autant d'émotions et autant de partis pris, en particulier en Occident, singulièrement en France. Comment vous l'expliquez ? Parce que c'est un conflit qui dure depuis des décennies. C'est un conflit qui n'est pas né le 7 octobre. C'est un conflit qui dure. Et donc, c'est un conflit qui concerne beaucoup de monde. C'est Quand bien vous dites normal. c'est un conflit qui n'est pas né le 7 octobre, ça veut dire que vous justifiez ce qui s'est passé le 7 octobre ? C'est quoi le rapport ? Non, mais vous dites c'est pas né le 7 octobre, parce que beaucoup qui disent ce conflit n'est pas né le 7 octobre disent... Non, mais vous vous rendez compte du raisonnement que vous non, avez. c'est pas le raisonnement. Non, mais ce que vous dites n'a aucun sens, non, Frédéric Aziza. Je suis désolé de pas vous du le tout. dire. Parce que ça n'a aucun sens. Écoutez, on a entendu dans les manifestations ça n'a ce aucun qui s'est sens. passé le 7 octobre et Dieu ce qui s'était passé avant. Je suis désolé non, de mais vous je le vous pose la dire. question. Mais ça n'a aucun sens. Vous essayez de me faire dire des choses qui sont le Mais contraire. pas du tout, je vous pose la question. Le contraire des convictions qui m'animent. Justement, c'est pour ça que je vous pose la question pour que vous puissiez le dire. Non. Vous dites des choses qui sont absurdes. Non, c'est une question. Mais non, mais j'en suis vraiment désolé. Non. Et alors, donc... Ce que je vous dis, c'est qu'il ne peut pas y avoir la paix dès lors qu'il n'y a pas la justice et qu'il n'y aura pas la paix tant que les Palestiniens ne bénéficieront pas d'un État. C'est aussi simple que ça. J'entends des gens dire... Il y en a beaucoup en Israël qui disent la même chose. J'entends des gens, mais heureusement, j'entends dire l'idée qu'il faut attendre qu'on ait la paix pour pouvoir disposer d'un État palestinien ou plus précisément reconnaître l'État de Palestine. C'est l'inverse. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait un État palestinien. C'est ça la réalité. Enfin, l'État palestinien, ce sera la conséquence quand même de la paix. Je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense que le conflit est aujourd'hui lié au fait que depuis maintenant des décennies, un peuple a été humilié et privé de tout. Et tant que les Palestiniens ne disposeront pas d'un État, il n'y aura pas la paix. C'est la réalité. En tout cas, moi, je souhaite que la France ait le courage, enfin, de reconnaître l'État de Palestine. Le président de la République l'a évoqué à de nombreuses reprises. Il y a de très nombreux États, y compris au sein de l'Union européenne comme l'Espagne, qui ont fait le choix de reconnaître l'État de Palestine. Et je pense qu'il est temps que la France franchisse ce pas-là. Et alors, par rapport à ce conflit, comment vous vous situez ? Moi, je suis un partisan de la paix et de la justice. Et donc, la paix et la justice, ça passe par le fait que les Palestiniens puissent disposer d'une souveraineté dont ils sont aujourd'hui privés. Et on ne construira pas la paix sur la base d'une humiliation, encore moins sur fond d'épuration ethnique, comme on le voit en ce moment à Gaza. Vous parlez d'épuration ethnique ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai vu que même Nathalie Loiseau, qui n'est pourtant pas précisément une gauchiste, utilisait exactement ces termes sur votre plateau. Et elle a raison. Aujourd'hui, la politique de Netanyahou ne vise pas l'éradication du Hamas, elle vise l'éradication des Palestiniens dans la bande de Gaza. Et donc oui, une épuration ethnique de la bande de Gaza. Et on ne peut pas tolérer ça. Et quand on est un humaniste, c'est même pas la question d'être de gauche, quand on est un humaniste, on ne peut pas tolérer une chose pareille. On doit s'indigner face à ce qui se passe en ce moment à Gaza. De même d'ailleurs qu'on s'est indigné à la suite des attentats terroristes du 7 octobre. Mais on ne peut pas accepter une chose pareille. On ne peut pas accepter qu'un peuple soit rayé de la carte. Et donc, oui, bien sûr, il faut se lever, s'indigner et refuser le sort qui est aujourd'hui réservé à la population de Gaza. Et alors, on peut être critique de la politique de Netanyahou, comme beaucoup, ici et là-bas, ici en Israël, et considérer qu'Israël a le droit à l'existence. Mais moi, je suis favorable à une solution à deux États et être favorable à une solution... Parce que c'est pas forcément toute la gauche qui est dans ce cas. En tout cas, c'est la mienne. Être favorable à une solution à deux États, c'est donc reconnaître le droit à l'existence et de l'État d'Israël et d'un État de Palestine. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que la situation est complètement déséquilibrée. Israël existe, la Palestine n'existe pas. Et donc, rétablir de la justice, c'est permettre à l'État de Palestine d'exister et d'être souverain. Vous avez encore de la famille en Israël ? J'ai encore un peu de famille en Israël, de la famille éloignée, puisque les Vous autres, êtes en contact les autres avec sont eux ? décédés. Non, pas aujourd'hui. Oui, vous ne savez pas ce qu'ils pensent. J'ai des amis en Israël, mais pas de la famille en l'occurrence. Et comment vous leur dites il faut la paix en hébreu ? Tzarir Shalom. Et vous avez l'accent ? J'ai l'accent en français. Non, l'accent israélien. Autre sujet, l'Algérie, les relations franco-algériennes. L'écrivain franco-algérien Bouhem Sansal et aussi le journaliste Christophe Glaise croupissent dans les prisons algériennes. Est-ce que ce sont des otages du dictateur Tebboune ? Ils doivent être libérés. Non, mais la question c'est... Ils sont aujourd'hui incarcérés
pour des raisons qui ne sont absolument pas valables. Otages ou pas otages ? Et de fait, oui. Et la France doit les libérer. Ce que je n'aime pas, et la France doit obtenir leur libération. Ce que je n'aime pas, c'est l'instrumentalisation de ces événements-là par le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire ? Et je pense que Bruno Retailleau a tort d'instrumentaliser ces incarcérations scandaleuses pour renouer avec la saison 2 de la guerre d'Algérie. Moi, je ne veux pas d'une nouvelle guerre d'Algérie. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur surfe sur cette actualité-là pour éveiller de vieilles rancœurs entre la France et l'Algérie. Ça n'est pas bon et ça n'est pas sain, y compris dans l'intérêt de la France, parce que beaucoup de Français ont d'une manière ou d'une autre un lien persistant avec l'Algérie. Est-ce que vous dites, comme Mathilde Panot, que l'Algérie n'est pas une dictature ? Vous savez, si vous voulez interroger Mathilde Panot, vous interrogez Mathilde Panot. Non, mais vous êtes à gauche. En tout cas, l'Algérie n'est pas une démocratie, ça je pense que tout le monde sera d'accord. C'est une dictature ou pas ? Moi, je suis pas là pour émettre des jugements à l'emporte-pièce. Vous êtes un fin lettré. Je suis pas là pour émettre ce type de jugement, mais je redis que le ministre de l'Intérieur a tort de vouloir recréer une forme de guerre d'Algérie. Nous n'avons rien à y gagner, et je parle du point de vue des Français. Vous parlez yiddish ou pas ? Non, je n'ai pas toutes les qualités du monde. Vous connaissez cette expression yiddish ? Wie Gott in Frankreich leben, vivre heureux, comme dit en France, comprendre comme un juif en France, qui a bercé la jeunesse de toute cette génération, peut-être celle de votre grand-père ou de la famille de vos grands-parents, cette génération de juifs d'Europe de l'Est qui avait choisi au début du siècle dernier de fuir les pogroms dans les années 20 pour venir ici en France. Un siècle plus tard, est-ce que vous dites heureux comme un juif en France ? J'aimerais que ce soit le cas. Ouais. Ça n'est pas le cas. Parce que l'antisémitisme progresse dangereusement. Pas que l'antisémitisme d'ailleurs. Le racisme, la xénophobie de manière générale, mais l'antisémitisme aussi progresse dangereusement. Vous savez, dans ma famille, comme je le dis dans mon livre, le premier communiste, c'est mon grand-père, et mon grand-père est devenu communiste dans des circonstances très précises. Une famille de rabbins, c'est ça, hein ? Absolument. Il entrait à la fac, il entre dans l'amphithéâtre de médecine, et il s'assoit dans un bout de l'amphithéâtre, et des militants d'extrême droite veulent l'enchasser en disant que les juifs n'ont pas le droit de s'installer à cet endroit-là de l'amphithéâtre, et à ce moment-là, des militants communistes viennent le soutenir et en viennent aux mains avec les militants d'extrême droite et obtiennent que les juifs puissent s'installer où ils le veulent. Et donc, le combat contre l'antisémitisme et contre toutes les discriminations... Et là, on était dans les années 20-30. Il est absolument... Il est pour moi au cœur du combat de la gauche et au cœur du combat communiste. Un siècle plus tard, vous me faites la courte échelle, un siècle plus tard, qu'est-ce qui se passe dans notamment les universités françaises aussi aux États-Unis ? Eh bien, certains juifs, dans certaines universités, on interdit les juifs d'entrer dans ces facs. Mais c'est inacceptable. Vous le constatez ? Évidemment. Sciences Po, par exemple. Non, mais je ne sais pas si on peut dire ça de Sciences Po, mais en l'occurrence, si une personne, quelle qu'elle soit, est interdite d'accéder à un lieu parce qu'elle est juive, en raison de sa religion de manière générale, en raison de sa couleur de peau, c'est évidemment inacceptable. Mais pour autant, on doit avoir le droit, et vous l'avez d'ailleurs dit justement tout à l'heure, de critiquer la politique du gouvernement israélien. Et on a le droit, y compris dans nos facs, d'avoir des débats sur la situation au Proche-Orient où des points de vue différents doivent avoir la possibilité de s'exprimer dans la limite, évidemment, du respect de la loi. Et en l'occurrence, l'antisémitisme, comme le racisme, ce sont des délits. Et d'ailleurs, si ce sont des racismes et des délits, c'est grâce à un député communiste, Jean-Claude Guesso, qui est venu plusieurs fois ici, qui a fait voter la loi Guesso, qui permet de condamner l'antisémitisme, le racisme et le négationnisme, c'est-à-dire la remise en cause de l'existence de la Shoah. L'après 7 octobre, Yann Brossard, il est débouché sur une vague d'antisémitisme sans précédent, que vous constatez. Jean-Luc Mélenchon et ses amis de LFI multiplient depuis des années, singulièrement depuis le 7 octobre, des déclarations relais antisémites. Une question simple. Il dirait quoi, votre grand-père, s'il était encore là ? Il serait derrière Mélenchon ou pas ? Je sais que c'est compliqué de faire parler les morts, mais quand même. Non, mais vous faites trop d'hypothèses absurdes. Répondez-moi sur Mélenchon.
mais je n'ai pas envie de répondre sur Mélenchon parce que contrairement à vous, je ne suis pas obsédé par Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas du tout obsédé. Et par ailleurs, je ne suis pas convaincu du tout, et d'ailleurs toutes les études le prouvent, que l'antisémitisme en France viennent d'abord de la gauche. L'antisémitisme en France, il y a encore une étude de la CNCDH qui le prouve et qui est extrêmement claire, et on n'en parle malheureusement jamais. Elle vient d'abord des sympathisants de droite et d'extrême droite, et je suis frappé par le fait qu'on ne parle jamais de ces responsables du Rassemblement national qui expriment des propos antisémites, qu'on ne parle pas de cette députée RN Caroline Parmentier qui a rendu hommage à un nazi belge, en l'occurrence Léon Degrelle. Un nazi, je ne parle même pas de quelqu'un d'extrême droite, je parle d'un nazi. Elle a écrit un éloge de Léon Degrelle. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Non, on en parle. Mais non. Mais ici, on en parle heureusement, parce que j'en parle moi. Mais si je vous laissais parler, vous ne parleriez que de la France insoumise, parce que vous êtes obsédé par la France insoumise. Ah si, vous savez, Frédéric Aziza, je vous écoute beaucoup et je suis très fidèle de votre émission, mais je constate que la France insoumise est au centre de toutes vos interrogations. Le Rassemblement national, l'extrême droite, est le plus grand vecteur de l'antisémitisme en France. Il faut le dire et le répéter. Il y a à l'Assemblée nationale un député du Var, Frédéric Boccaletti, qui était libraire, qui vendait des livres négationnistes. Mais dans quel monde on accepte ça ? Mais dans quel monde on accepte ça ? Quand est-ce qu'on interpelle les responsables, je ne dis pas sur ce plateau, mais quand est-ce qu'on interpelle les responsables du Rassemblement national là-dessus ? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les responsables du RN se présentent comme les défenseurs de nos compatriotes juifs. C'est une honte quand on connaît l'histoire de ce parti. Mais l'antisémitisme de Mélenchon, ça vous parle ou pas ? Quand Jérôme Guedj le dénonce, ça vous parle ou pas ? Je ne me ferai pas dire que Jean-Luc Mélenchon est antisémite parce que je ne le pense pas. On peut avoir un certain nombre de divergences d'analyse. Je pense que l'antisémitisme progresse dangereusement et qu'il doit être combattu pied à pied, mais nous n'aurions pas fait alliance avec Jean-Luc Mélenchon aux dernières élections législatives si nous avions pensé que d'une manière ou d'une autre, il était antisémite. D'ailleurs, l'antisémitisme, je l'ai dit tout à l'heure, est un délit. Et donc, quand on prononce des propos antisémites ou quand on commet des actes antisémites, on est condamné. Non, mais il y a quand même une justice dans notre pays. Que je sache, ni Jean-Luc Mélenchon, ni les responsables de la France insoumise n'ont été condamnés pour ça. Mais ou alors vous avez des informations que je n'ai pas. On peut considérer, quand on entend les choses, Jérôme Guedj, un certain nombre d'autres élus socialistes de gauche, des maires, ainsi de suite, considèrent que quand ils entendent des choses, ils disent ça, c'est de l'antisémitisme, c'est comme ça. Mais dans ce cas-là, qu'ils portent plainte. Et la justice sera saisie et elle les condamnera, puisque une fois de plus, l'antisémitisme, et heureusement, est un délit. Alors vous assumez, vous revendiquez votre homosexualité ? Enfin, je la revendique pas. Enfin, on m'a posé la question, j'ai répondu oui. Vous l'écrivez dans ce livre. Non, mais d'accord. En 2016, vous l'avez. Bien sûr. Vous savez l'histoire au départ. Un jour, je fais une interview comme ici là. Puis on me pose la question. Quand vous êtes responsable politique, vous avez deux possibilités. Soit vous dites la vérité, soit vous mentez. J'aime pas mentir. J'ai dit la vérité. Je vais prolonger de là à dire que je la revendique, c'est beaucoup quand même. En tout cas, vous l'assumez. Le 28 juin, vous êtes d'ailleurs félicité dans un tweet du succès de la Gay Pride à Budapest dans la Hongrie de Orban. À l'image de la gauche et l'extrême gauche qui ont milité pour justement la Pride en Hongrie. Alors pourquoi oublier, vous allez dire que je suis vicieux, mais je vous pose quand même la question, pourquoi oublier de faire la même chose ? Je n'oserais pas, Frédéric Aziza, je n'oserais pas dire que vous êtes vicieux. La même chose en Égypte. Je suis poli, j'ai été bien élevé, notamment par mon grand-père qui m'a appris qu'on ne parlait pas comme ça aux gens. Alors pourquoi vous ne dites pas la même chose pour l'Égypte, pour Gaza, pour l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Yémen ou même l'Algérie ? Est-ce qu'il y a une mauvaise homophobie en Europe et en Occident et une bonne homophobie dans les pays musulmans ? Permettez quand même qu'on s'indigne du fait que dans un pays membre de l'Union européenne, membre de l'Union européenne, à qui nous versons des subventions, mais on verse quand même des subventions à la Hongrie. Et vous trouvez normal qu'un pays membre de l'Union européenne ne respecte pas les valeurs de l'Union européenne, ça m'indigne. Pour le reste, vous savez, moi je combats l'homophobie partout. Et je combats l'intégrisme religieux partout, y compris quand des ministres israéliens expliquent, comme M. Smotrich, qui est ministre, qu'il est un fier homophobe. J'invente pas la citation, il l'a dit. Donc moi, je combats l'homophobie partout, d'où qu'elle vienne et où qu'elle soit. La plus importante Gay Pride du monde, elle a lieu à Tel Aviv. Bien sûr, et ça n'empêche pas d'avoir des ministres qui, heureusement, ne sont pas majoritaires au sein du gouvernement actuel en Israël, d'être de fiefés homophobes. Donc l'intégrisme religieux, je le redis, doit être combattu partout, parce que partout où il sévit, il combat les minorités et les femmes. La chasse aux homosexuels, elle a lieu dans les pays musulmans.
à l'Allier. Pas uniquement, mais enfin, vous savez, non, mais pas uniquement. Non, mais pas uniquement. Ouais. Là aussi, vous avez une espèce d'obsession. Non, non. l'homophobie doit être combattue partout et l'intégrisme religieux doit être combattu partout. Puis vous savez, en France, vous le savez, jusqu'au début des années 80, l'homosexualité était pénalisée. Vous savez, je suis sénateur. Ouais. Le Sénat, en 1982, s'est prononcé contre la dépénalisation de l'homosexualité. Donc c'est du temps de Mitterrand, contre. Oui, non, mais heureusement qu'à l'époque, un gouvernement de gauche a permis de la dépénaliser. Non, mais tout ça pour dire que ce sont des combats qui doivent être menés partout et que ça n'est pas si ancien, la pénalisation de l'homosexualité, y compris dans notre pays. On avance. Le 1er juillet, vous avez dénoncé le fait que le RN n'ait pas voté la censure avec la gauche. Et là, je vous entends dire... Non, j'ai pointé une contradiction. D'accord. Je pointe une contradiction. Mais une alliance a priori contre nature. Une alliance. Voter la censure, c'est pas une alliance. Personne n'a parlé. Pourquoi vous commandez leur voix alors que vous dites... Je commande rien du tout. Je commande rien du tout, Frédéric Aziza. Je dis une chose simple. Ça vous gêne pas si le RN vote la censure avec vous ? Je dis une chose très simple. Je dis que le Rassemblement national a passé toute la campagne des élections législatives à dire... Nous abrogerons la réforme des retraites. Vous avez entendu comme moi, M. Aziza. C'était M. Bardella qui disait ça. On va abroger la réforme des retraites. Bien. Le gouvernement ouvre un conclave sur les retraites en disant ça va peut-être conduire à revenir sur la réforme Borne. Bayrou dit pas du tout, on va pas revenir dessus. Il y a une censure qui est déposée pour condamner ce que M. Bayrou a fait, c'est-à-dire continuer cette retraite à 64 ans. Et le Rassemblement national, brusquement... oublie complètement les convictions qui étaient les siennes. Et donc, je pointe la contradiction. J'ai le droit de le faire. Il nous reste 4 minutes, plein de questions. Autre tweet, vous tweetez beaucoup, le 4 juillet, à propos du FIGMAG. Les publications de ce type qui bénéficient d'aide publique grâce à vos impôts et qui incitent à la désertion fiscale au moment où l'État cherche des recettes devraient être purement et simplement interdites. C'est quand même une drôle de conception de la liberté de la presse. Elle portait sur quoi, la une du Figaro Magazine ? Sur les riches. Non. Non. C'est quoi précisément ? Non. Vous voyez, quand on ne dit pas tout, on manque l'essentiel. En l'occurrence, c'est une qui expliquait comment il fallait faire pour ne pas payer d'impôts en France. Oui, sur les riches qui ne devaient pas payer d'impôts. Non, mais d'accord, tous les riches... Bon, vous dites qu'il faut interdire... Vous stigmatisez plus les riches que moi. Il faut interdire le Figaro Magazine. Mais pas du tout. Je dis qu'il faut interdire les publications qui consistent à faire la promotion de la désertion fiscale. Je l'assume parfaitement. Je suis favorable... Non, mais je termine. Je suis favorable à la création d'un délit d'incitation à la désertion fiscale. On ne peut pas être dans une situation où on a un gouvernement qui nous dit il manque 40 milliards pour boucler le budget et avoir partout des publications qui nous expliquent comment frauder le fisc. C'est la liberté de la presse. Mais la liberté de la presse, c'est pas d'inciter à commettre un délit. Mais alors, si on avait dit la même chose pour quelqu'un de droite, un sénateur de droite, dit... Il faut interdire l'humanité. Mais je ne dis pas qu'il faut... l'humanité de subvention publique. Je ne dis pas... Frédéric Aziza, je ne dis pas qu'il faut interdire le Figaro Magazine. Laissez-moi finir. Je dis qu'il faut interdire l'incitation à la désertion fiscale. Dans une période où on manque de recettes pour boucler le budget, on ne peut pas accepter que des gens viennent donner des astuces pour ne pas payer des impôts. D'accord, mais vous dites qu'il faut interdire le Figaro Magazine. J'ai vu ça. Non, je ne dis pas je dis qu'il faut interdire cette publication-là, en l'occurrence, qui consiste à expliquer aux gens, par A plus B, comment frauder le fisc dans une période où on manque de recettes et où on n'arrive pas à boucler le budget et où on va demander aux Français moyens de faire des sacrifices supplémentaires. Les municipales, vous êtes tête de liste communiste à Paris. Je suis candidat, effectivement, mais je souhaite rassembler toute la gauche avec les socialistes et les écologistes. Et LFI ? Je souhaite rassembler la majorité municipale. Je vais être encore plus précis. Majorité municipale. Donc les communistes, les socialistes et les écologistes. LFI out. Mais de fait, ils ont décidé de faire leur liste autonome. Je respecte leur choix. Chiquero, qui est tête de liste, a priori LFI, qui a été mise en examen pour escroquerie aggravée. Vous pensez que c'est une bonne tête de liste pour eux ? C'est à eux de choisir leur tête de liste. Attendez, déjà, nous, la gauche, il va falloir qu'on trouve la nôtre. Je ne vais pas me mêler. Je vais pas me mêler de celle des concurrents. Mais non, puisqu'ils ont décidé de faire... Ni premier ni deuxième tour. Non, mais ils ont décidé de faire leur liste. Moi, je respecte les choix des gens. Ni premier ni deuxième tour. D'abord, il y a le premier tour. En l'occurrence, ils ont décidé de faire leur liste. On respecte. On respecte. Par contre, non mais juste je termine. Par contre, je suis très très attaché à ce que ceux qui travaillent ensemble depuis 2001, socialistes, communistes, écologistes, puissent y aller ensemble. À Emmanuel Grégoire, qui était l'invité de Radio J il y a 15 jours, David Belliard, qui le sera la semaine prochaine, à vous unir, à une union. Absolument. Moi, je suis favorable à l'union de la gauche qui dirige Paris depuis 2001. Le problème de sécurité fait partie des préoccupations des Parisiens.
parmi les préoccupations les plus importantes des Parisiens. La proposition de Mathilde Panot de désarmer la police municipale, c'est déjà le cas à Paris, et de supprimer les caméras de surveillance a provoqué une avalanche de réactions indignées dans tout l'échiquier politique. Est-ce qu'il faut armer la police municipale à Paris ? Est-ce qu'il faut supprimer les caméras de surveillance à Paris ? D'abord, le premier responsable de l'insécurité dans notre pays, il a un nom, il a un visage, c'est Bruno Retailleau. D'accord. Il est ministre de l'Intérieur, personne ne lui demande jamais. La question, c'est... Mais je le dis quand même, parce qu'on l'oublie. Le premier responsable de l'insécurité, vous m'entendez bien, hein, premier responsable de l'insécurité en France, c'est le ministre qui est chargé de ce sujet. En l'occurrence, c'est un sujet régalien, c'est un sujet qui concerne l'État, et donc c'est Bruno Retailleau. Deuxièmement, pour ce qui nous concerne, nous, indépendamment de ce qu'a dit Mathilde Panot, moi je suis très attaché à ce qu'on garantisse le droit à la tranquillité, parce que l'insécurité, ce sont les quartiers populaires et les habitants les plus modestes qui en souffrent le plus. Et je le dis, ça veut dire quoi ? Caméra de surveillance, comme élu du 18e arrondissement. Vous savez, quand j'étais adjoint au logement, bien souvent, les habitants qui vivaient en logement social me demandaient l'installation de caméras de vidéosurveillance dans les parties communes et notamment dans les parkings, précisément pour les sécuriser. Mais moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on démantèle ces caméras de vidéosurveillance qui répondent aux attentes d'hommes et de femmes qui vivent dans des quartiers populaires et qui doivent avoir la possibilité de vivre en paix. Donc c'est compliqué de pouvoir vous allier avec un parti qui dit les caméras de surveillance à haute. Moi je parle du fond, je rentre pas dans la politique politicienne, vous avez compris quelle était ma position sur Dernière le question, je ne sais pas si c'est une question politique politicienne ou pas. Donc vous voulez vous allier avec Emmanuel Grégoire, David Béliard. Qu'est-ce qui vous différencie d'eux ? Si j'estimais que les différences étaient insurmontables, je ne proposerais pas qu'on y aille ensemble. Après, il faudra évidemment choisir un candidat. J'ai fait la preuve au cours des dernières années que j'étais capable de tenir tête à la droite, y compris en installant du logement social dans les arrondissements qu'elle dirige, en installant un centre d'hébergement dans le 16e. Il faudra le choisir. Vous savez, s'il y a besoin d'en passer par une primaire, moi j'y suis prêt et ça ne me pose aucun problème. Primaire avec Béliard et en tout cas, Grégoire. J'ai totalement confiance dans le choix des Parisiens et je n'ai pas peur du suffrage universel. Merci en tout cas. Merci à vous. Yann Brossat d'avoir répondu à notre invitation. Vous voyez que c'était intéressant de venir ici. Absolument. Vous avez pu parler librement. Bonne fin de journée sur Radio J. À dimanche prochain. Merci.